Bonjour à tous. Ça va être un plaisir pour ma collègue Marie-Pierre et moi-même de vous parler aujourd'hui des forêts, de leur passé, mais aussi de leur avenir. Alors commençons par une question qui pourrait vous paraître assez triviale. Qu'est-ce que la forêt? Selon le dictionnaire étymologique de la langue française d'Émile Littré, le terme forêt proviendrait de la locution latine alforete, qui signifiait ce qui est au-delà des terres cultivées. Donc c'est une définition par exclusion qui ne fait nullement référence à l'arbre. Plus tard, durant le Moyen-Âge mérovingien, le terme forestis fut utilisé. Lui aussi signifiait ce qui est au-delà des terres cultivées, sans propriétaire clairement identifié et qui de facto appartenait au roi. C'est donc une conception juridique au Moyen-Âge. Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour qu'on commence à parler de gestion de population d'arbres, essentiellement pour assurer l'approvisionnement régulier en bois d'œuvre, notamment pour construire des navires. Et donc né ce concept moderne de gestion forestière en Allemagne, qui ensuite s'est étendu au reste de l'Europe. Dans cette conception moderne, comment finalement différencier une forêt d'une autre terre boisée? Par exemple, est-ce que notre magnifique parc ici à Jean-Blou, autour de la faculté, est une forêt ou n'est pas une forêt? A priori, vous allez me dire non, ce n'est pas une forêt, c'est un parc. Pourquoi? Parce que la densité d'arbres est relativement faible et ces arbres sont espacés. C'est sur base de la densité d'arbres que différents organismes ou différents chercheurs vont définir justement, concrètement, à partir de quand on peut reconnaître une forêt. Ainsi, la FAO, qui publie régulièrement l'état des forêts du monde, définit une forêt comme une terre de plus d'un demi-hectare avec des arbres d'au moins 5 mètres et un couvert d'au moins 10%. La définition adoptée par l'Agence spatiale européenne, qui, par interprétation d'images satellitaires produit des cartes comme celle-ci, est un peu différente. Cette agence définit une forêt lorsqu'on a un couvert d'au moins 15%, avec des milieux d'au moins 3 mètres de haut. Et sur cette carte, vous pouvez voir, du jaune clair au vert foncé, des densités d'arbres par pixel croissantes. Les scientifiques vont encore utiliser une autre définition. Pour Hansen et ses collaborateurs, dans une publication de Science, on considère que la forêt doit avoir un couvert d'au moins 50% et des arbres d'au moins 5 mètres de haut. Et donc, finalement, selon la FAO, le parc de notre faculté serait une forêt, mais selon Hansen, ce ne serait pas une forêt. Et donc, cette définition de forêt n'est finalement pas si triviale. C'est probablement pour ça que le GIEC laisse le soin à chaque pays de définir ses propres normes pour la forêt. De façon assez particulière, la Belgique, par exemple, a 2 normes différentes. Le nord du pays n'a pas adopté la même définition que le sud du pays en termes de superficie minimale pour considérer qu'on a une forêt. La France considère un seuil de 10%. Le Gabon, lui, se base sur des tonnes de carbone qui sont stockées dans la forêt. Donc chaque pays a finalement définit sa forêt, et les enjeux autour de cette définition sont considérables dans un contexte actuel où se mettent en place des grands mécanismes, comme le mécanisme REDD+, qui vise à apporter aux pays du Sud une compensation financière lorsqu'ils évitent la déforestation. Et donc, ce terme déforestation a autant de significations, ou autant de normes différentes que ne l'a le terme forêt. C'est aussi important pour des pays comme la France qui définissent des stratégies contre la déforestation importée. Donc cette notion de forêt est finalement assez complexe, mais quelles que soient les normes qui sont adoptées, et qu'elles soient tropicales ou tempérées, les forêts sont soumises aujourd'hui à d'importantes pressions. Ces pressions sont-elles nouvelles? Ont-elles existé par le passé? Et comment capitaliser les leçons du passé pour proposer aujourd'hui des modes de gestion adaptés? C'est ce que nous allons voir pour les forêts tropicales et pour les forêts tempérées. Commençons par les forêts
tropicales. Et remontons quelques siècles en arrière, partons à bord de la Santa Maria, destination Amérique du Sud, 1492, Christophe Colomb débarque sur les côtes d'Amérique. Lorsqu'il débarque, la population est estimée à 60 millions d'Amérindiens. Ces Amérindiens cultivent la terre, font une agriculture qu'on appelle une agriculture sur brûlis. Cette agriculture sur brûlis consiste à couper les pans de la forêt, brûler, pour enrichir le sol avec des éléments minéraux issus de la combustion des arbres. Quand Christophe Colomb débarque, il ne débarque pas seul, il débarque avec ses armées, il crée de l'esclavage, les gens fuient l'arrivée des colons, ce qui crée aussi des famines, mais surtout Christophe Colomb débarque avec des virus. Virus qui vont causer énormément de morts, et en un siècle, la population passe de 60 millions d'habitants d'Amérique du Sud à 6 millions. Donc désastreux pour la population amérindienne, qui de fait abandonne cette terre. On a une réduction de l'agriculture, et les terres laissées vacantes sont laissées à la régénération de la forêt. Dans ces terres vacantes, les arbres vont se régénérer, la forêt va s'installer, et par le mécanisme que vous connaissez tous de la photosynthèse, les arbres vont capter du CO2, carbone qu'ils vont accumuler dans leur biomasse. Quand on regarde ce qui s'est passé à cette époque, ici c'est une publication de Nature, on voit la quantité de CO2 ici en rouge qui diminue fortement après la colonisation de l'Amérique du Sud et qui atteint un minimum 1610, donc lorsque la population, un siècle après la colonisation, lorsque sa population est au minimum. Pourquoi? Parce que ces arbres ont fixé du CO2 et ça a réduit la quantité de CO2 atmosphérique et ça a également provoqué une diminution des températures. Cela illustre l'importance des forêts pour lutter contre les changements climatiques mondiaux. Selon le rapport du GIEC, une des meilleures façons de limiter le réchauffement de notre planète est de planter massivement, on y reviendra par la suite. Suite à cette diminution globale de température de la planète, se déroule en Europe ce qu'on a appelé le petit âge glaciaire, illustré sur les peintures de Bruegel. Les hivers étaient beaucoup plus froids, beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus longs qu'ils ne le sont aujourd'hui. Avec l'ère industrielle, on a de nouveau réassisté à une augmentation des températures. Certains chercheurs considèrent cette période, 1610, cette année 1610, comme la date du début d'une nouvelle ère qu'on appelle l'Anthropocène. Cet Anthropocène, donc, c'est caractérisé par un point extrêmement bas en matière de CO2, perceptible dans les cartes glaciaires, mais c'est aussi caractérisé par une mondialisation des échanges. Les aliments ont été transportés de l'Amérique vers l'Afrique, vers l'Europe, vers l'Afrique, etc., de l'Asie vers l'Europe, de l'Asie aussi vers l'Amérique du Sud, et donc on assiste en quelque sorte à une homogénéisation de l'alimentation mondiale et une extension de différentes cultures. Cette agriculture qui s'étend n'est elle-même pas sans conséquences. En effet, l'agriculture est le principal moteur mondial de la déforestation. Comme vous pouvez le voir sur ces graphiques, vous avez le pourcentage de déforestation expliqué par l'expansion urbaine, par les infrastructures, par l'industrie minière, par l'agriculture de subsistance et par l'agriculture industrielle. L'agriculture représente globalement 80% de la déforestation mondiale. En fonction du continent, c'est soit l'agriculture industrielle, et comme on va le voir essentiellement les pâtures qui expliquent la déforestation, c'est le cas de l'Amérique, c'est de façon plus nuancée en Afrique et en Asie, davantage équivalent entre agriculture de subsistance et agriculture industrielle. Je vous ai dit tout à l'heure, les chiffres de déforestation vont dépendre de la définition qu'on adopte pour forêt pour déforestation. Si on considère la définition de la FAO,
c'est-à-dire la conversion de la forêt avec une réduction sur le long terme du couvert arboré en dessous de ce seuil de 10%, le taux annuel de déforestation est actuellement de 0,12%. Aujourd'hui, cette déforestation se déroule principalement en Afrique et en Amérique du Sud. Donc, ce graphique vous donne l'évolution de la déforestation au cours des 3 dernières décennies. On voit qu'au niveau de l'Europe et de l'Asie, on est plutôt dans une dynamique de reforestation. C'est des chiffres qui peuvent paraître trompeurs si je prends le cas de l'Asie. Pourquoi a-t-on une évolution positive des surfaces forestières? Parce que la Chine a coupé toute sa forêt, a dû faire face à de grandes catastrophes naturelles, notamment en matière d'érosion, et donc a replanté massivement. On verra tout à l'heure avec Marie-Pierre qu'on est sur cette fameuse courbe de Matter. Elle vous montrera dans une phase de reboisement, et ce reboisement se font souvent avec des espèces exotiques. Par contre, le sud-est asiatique, là où on a la forêt tropicale, on a toujours une déforestation massive. Mais finalement, globalement, quand on globalise l'ensemble au niveau de l'Asie, on a plutôt une augmentation de la surface forestière. Et donc effectivement, voici ce qui se passe dans le sud-est asiatique. La conversion agricole, donc la conversion des forêts tropicales en palmeraies, dans ce cas-ci, est responsable d'une importante déforestation. En Amérique du Sud, en périphérie du massif amazonien, donc on parle toujours de déforestation de l'Amazonie. En fait, ce n'est pas tellement la forêt dense humide amazonienne qui est déforestée, c'est plutôt les savanes boisées, qu'on appelle les cerrados, en périphérie de la forêt dense humide tropicale, qui est déforestée et convertie en pâture ou en grande culture. Cette conversion agricole touche 5 millions d'hectares par an, c'est-à-dire plus ou moins 2 fois la Belgique. L'agriculture sur brûlis, davantage familiale, donc comme elle était pratiquée au moment où Christophe Colomb a débarqué en Amérique du Sud, donc on coupe la forêt, on brûle, on cultive, on laisse la jachère s'installer, est responsable de la perte de 4 millions de forêts par an. Et elle touche principalement l'Afrique. 92% de la déforestation en Afrique s'explique par l'agriculture sur brûlis. Cette agriculture est donc le moteur principal de la déforestation, mais c'est aussi une source importante d'émissions de gaz à effet de serre. 26% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à la production alimentaire. Dans ces 26%, 24% sont liés à l'utilisation du sol, c'est-à-dire la conversion de la forêt. Lorsqu'on coupe la forêt, qu'on la brûle pour la convertir en culture, on brûle les arbres et donc on émet automatiquement du CO2. 27% aux cultures, 31% à l'élevage et 18% aux chaînes d'approvisionnement. Si dans un premier temps, les forêts ont profité de l'augmentation de la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, qui a eu un effet fertilisant et qui a dopé la croissance des arbres, ce phénomène commence à diminuer. Et le GIEC, dans son dernier rapport, a bien mentionné que les puits de carbone pourraient être moins efficaces dans l'avenir pour ralentir l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère. Pour bien comprendre, regardons ce graphique, aussi issu d'un travail de collègues et publié dans Nature. Vous avez l'évolution du puits de carbone net, c'est-à-dire qui fait la différence entre la quantité de carbone qui est fixée par la croissance des arbres et la quantité de carbone émise par la mortalité des arbres. La courbe brune représente l'Amazonie, la courbe bleue, l'Afrique centrale, les 2 grands massifs de forêt tropicale. On constate que globalement les gains restent stables, par contre les pertes de carbone augmentent avec le temps en Amazonie. Pourquoi? Parce que la mortalité des arbres est plus importante. Les arbres en Amazonie demandent un climat plus humide
que les arbres qui sont présents en Afrique. Du fait d'une saisonnalité plus marquée suite au changement climatique, on a une plus forte mortalité des arbres, et donc une plus grande émission de carbone, et donc finalement, quand on regarde le puits de carbone net, on a une diminution progressive au niveau de l'Amazonie, et les chercheurs estiment que d'ici 2030, le bilan sera nul. Et post-2030, que la forêt amazonienne pourrait commencer elle-même à émettre du carbone, puisque la mortalité entraînerait des émissions supérieures à ce que les arbres fixent dans leur croissance. Donc vous voyez, les forêts sont soumises à d'importantes pressions. J'aurais pu vous parler d'autres pressions. On a parlé récemment des incendies, très importants autour de la Méditerranée. C'est aussi une pression considérable qui touche les forêts mondiales. Mais faute de temps, on ne va pas s'étendre sur l'ensemble des perturbations qui touchent les forêts du monde. On va voir déjà qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'améliorer leur situation en restant de nouveau focalisé dans un premier temps sur les forêts tropicales. Pour apporter quelques solutions, je vais me baser sur le dernier rapport de la FAO, Situation des forêts du monde, et la FAO exprime très clairement que la plus grande démutation nécessaire est la manière dont nous produisons et dont nous consommons les denrées alimentaires. À nouveau, je vais prendre un exemple. Ce graphique vous illustre la quantité d'équivalent CO2 émise pour différentes productions. Pour produire 1 kg de bœuf, j'émets 60 kg de CO2, dont une bonne partie liée à la conversion des forêts en culture. 15 kg. Si je regarde chocolat, le bilan n'est bien plus favorable. Pour produire 1 kg de chocolat, j'émets 15 kg de CO2 suite à la conversion des forêts en cacaoyères. Mauvaise nouvelle pour les Belges, y compris ceux qui ont eu des médailles de chocolat, puisque la Belgique, comme vous savez, est un grand consommateur de chocolat, mais c'est aussi un grand consommateur de viande. Sur cette carte, plus la couleur est foncée, plus la consommation de viande par habitant est élevée. Il est donc extrêmement important pour le devenir de la forêt de promouvoir une agriculture qui est plus efficiente, qui consomme moins d'espace et, dans la mesure du possible, réintroduire les arbres dans les cultures. C'est ce qu'on appelle l'agroforesterie. Pour le cacaoyers sont des arbres qui tolèrent l'ombrage. Et donc, avoir une production de cacao sous ombrage en maintenant des arbres est tout à fait possible. Et donc c'est pour ça que vous entendez de plus en plus les grands chocolatiers vous dire qu'ils participent à des programmes zéro déforestation qui replantent des arbres dans les cacaoyers. Deuxième grande recommandation de la FAO, il faut procéder à une restauration à grande échelle des forêts. Ok, mais c'est quand même plus facile à dire qu'à faire. Quand nous sommes dans un contexte toujours de croissance démographique, on a de moins en moins d'espace disponible. Les zones où on a une croissance démographique forte, ils coupent leurs forêts pour pouvoir faire de l'agriculture, donc peu de terres disponibles. Les terres qui sont disponibles sont des terres qui sont peu fertiles, et donc l'adaptation des arbres qui sera plus difficile, ou ce sont des zones à forte diversité biologique comme les savanes. Et donc il ne faudrait pas non plus que le reboisement se fasse au niveau d'autres formations végétales à forte diversité biologique. Troisième grande recommandation, trouver le bon équilibre entre les objectifs de conservation et les demandes en ressources qui sont croissantes. Cela peut être atteint à travers deux grands types d'activités. Premièrement, étendre et assurer une protection effective du réseau d'aires protégées. De nouveau, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pour les pays du Sud, là on a les forêts tropicales qui inspirent au développement, mettre sous cloche une partie de la forêt, ça veut dire éviter de produire l'agriculture, des produits agricoles, éviter d'extraire des produits miniers, éviter de produire du bois. Et donc ça ne peut se faire qu'avec une aide financière des pays les plus nantis. C'est ce qu'on appelle les paiements pour services environnementaux. Si on évite de déforester, il faut avoir une compensation financière. Il existe des instruments, mais aujourd'hui, il n'y a quasi rien qui se fait. Les pays du Nord aiment dire aux pays du Sud qu'il faut éviter de déforester,
Alors que vous verrez que dans nos forêts européennes, on a bien déforesté par le passé, mais quand il faut mettre la main au portefeuille, c'est toujours bien plus compliqué. Deuxième grand type d'activité, promouvoir une exploitation forestière durable comme rempart à la déforestation. Alors vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il dit promouvoir l'exploitation forestière, c'est couper la forêt? Non. À partir du moment où une forêt a de la valeur pour son bois, les pays producteurs ont tout intérêt à conserver cette forêt. Si on boycotte les bois tropicaux, comme le suggèrent certaines organisations, ça veut dire que la forêt n'a plus de valeur pour son bois. Et qu'est-ce qu'on fait? On la transforme en palmerie. Et donc, il est très important de promouvoir une exploitation forestière durable, légale, pour constituer un rempart à la déforestation. Enfin, je terminerai sur cette diapositive qui parle du braconnage. Le braconnage, déforestation, pas vraiment de lien. Et si, il va y avoir sur le long terme. Pourquoi? Parce que 90% des arbres des forêts tropicales sont dispersés par les animaux. Si les animaux disparaissent, victimes du braconnage, c'est tout l'écosystème forestier qui est menacé. Récemment, l'IUCN a placé l'éléphant de forêt en danger critique d'extinction. Les populations ont chuté sans précédent. Or, l'éléphant, c'est le méga jardinier de la forêt. Il disperse une quantité incroyable de graines, permet le maintien d'une diversité génétique au niveau des populations d'arbres. Quand l'éléphant disparaît, c'est tout l'écosystème qui est modifié. L'éléphant disparaît pourquoi? À cause du trafic de l'ivoire, qui est toujours aussi important à destination d'Asie. Ce pangolin, que vous connaissez maintenant tous, pangolin, même chose, l'espèce la plus braconnée au monde, toujours à destination de la Chine, pour les écailles qui resplendissent des vertus. Alors le pangolin ne participe pas à la dissémination des graines, mais j'aimais faire le lien ici avec ce qui s'est passé en Amérique du Sud. Les virus. Vous savez tous que ce pangolin a été évoqué comme vecteur virus de la Covid. Amérique du Sud, Christophe Colomb, 60 millions de morts. Pangolin, Europe, Asie, 4,5 millions de morts. 10 fois moins. Mais vous avez vu comment ça a bouleversé notre vie, comment ça a bouleversé notre économie. Et ça nous rappelle que les virus régulent les populations humaines et que notre comportement inadapté, les menaces qu'on fait peser sur les forêts tropicales, ces échanges dans tous sens, ces prélèvements non durables font peser de réelles menaces sur nos sociétés. Sur ce, je laisse la parole à Marie-Pierre pour vous donner un message d'espoir, j'espère un peu plus au niveau des forêts tempérées. Voilà, je vais vous ramener dans des contrées bien moins exotiques que celles que vous avez traversées ici ces quelques dernières minutes, pour vous ramener dans des écosystèmes néanmoins très intéressants que sont nos forêts tempérées. Avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même revenir sur le terme tempéré et vous rappeler en quelques mots ce que ça représente. Les forêts tempérées sont celles que l'on retrouve entre les latitudes de 20 à 50 degrés et sont caractérisées par une alternance de végétation, à savoir qu'il y a une activité pendant la belle saison et une dormance de la végétation pendant la saison hivernale. Rien que par cette définition, on se rend compte que les forêts tempérées sont bien différentes des forêts tropicales que l'on voit toujours vertes. En termes de surface, quand on s'intéresse à l'ensemble des forêts tempérées, on se rend compte qu'elles représentent en réalité un gros quart de la surface des forêts mondiales. Si maintenant nous nous intéressons aux forêts qui nous entourent, les forêts européennes, on se rend compte qu'elles ne représentent jamais que 5% des forêts mondiales. 5% uniquement. Et si maintenant nous venons à zoomer encore plus pour nous intéresser à la région wallonne, nous nous rendons compte que l'échantillonnage est vraiment très petit. Cette forêt wallonne, nous allons l'accompagner pendant plusieurs minutes et je vais vous la présenter sous beaucoup d'angles pour bien vous faire comprendre en quoi consistent les forêts tempérées et quels sont les enjeux vis-à-vis d'elles. Alors la région wallonne, en quelques chiffres, pour bien vous fixer l'idée, sachez que le terrain boisé de la région wallonne représente 556 000 hectares, ce qui peut paraître beaucoup. Il faut savoir que 33% du territoire wallon est boisé, ce qui en réalité ne représente que 0,3% des forêts européennes, qui, rappelez-vous, elles-mêmes
ne représente que 5% des forêts mondiales. Nous sommes donc à l'échelle du très petit. Du très petit, certes, on pourrait d'ailleurs penser qu'il est très facile de cultiver ou d'élever une forêt sur notre territoire, mais il n'en est rien. Notre territoire, vous le savez, est très hétérogène. Il suit un gradient altitudinal du nord vers le sud assez marqué. La courbe de précipitation est exactement la même que celle de l'altitude, c'est-à-dire qu'il pleut évidemment plus au sud qu'au nord. A contrario, les températures sont plus élevées au sud qu'au nord. Et je ne vous parle même pas de la richesse du sol qui varie en fonction de l'endroit où on se situe. Tout cela représente un véritable casse-tête pour nos gestionnaires forestiers et façonne en réalité l'image de la forêt telle que vous la voyez dans nos régions. Revenons au taux de boisement. Lorsqu'on regarde ici cette photo de la région wallonne, on se rend compte en réalité que la majorité de la surface boisée se trouve au sud du sillon Sambre-et-Meuse. En effet, pour avoir quelques exemples, vous voyez Fresnes-sur-Semois qui est quasiment couverte à 80% de forêt, tandis qu'Autigny ne l'est qu'à 24%, et je ne vous parle même pas de Jean-Bou qui n'en est qu'à 11%. Donc il est vrai, la Wallonie est très boisée, un tiers de son territoire est très boisé, mais de manière très variable. Mais qu'est-ce qui se trouve dans nos forêts? Est-ce du feuillu? Est-ce du résineux? Qu'est-ce que l'on risque de rencontrer si nous nous baladons en forêt? On voit dans les journaux pas mal d'images plus ou moins réalistes de nos forêts, mais il faut savoir qu'en réalité, nous sommes plutôt de l'ordre du 50-50. Il y a autant de chances de trouver un feuillu qu'un résineux quand on se balade en région wallonne. Ça ne nous dit toujours pas ce qui se cache dans nos forêts. Quels sont les grands gagnants et les plus grands arbres que vous aurez la chance de croiser autour de chez vous? Si on s'intéresse à ces graphiques, on se rend compte qu'il y a 3 arbres, ou plus exactement 4, si on sait que le chêne en fait représente 2 espèces, qui se battent les 3 premières places et qui occupent en réalité 70% du volume sur pied. 70% du volume sur pied, cela signifie que quand vous vous baladez dans nos forêts, vous avez 7 chances sur 10 de croiser un épicéa, un chêne ou un hêtre. Alors, ça peut paraître surprenant quand on se balade en forêt, on n'a pas forcément l'impression que cette forêt est aussi homogène, et on a le droit de se poser la question de savoir pourquoi cette diversité est si faible, comment cette diversité si faible est arrivée sur notre territoire. Et je vais m'amuser ici pendant les prochaines minutes à vous expliquer et à répondre à cette question, mais avant toute chose, je voudrais d'abord que vous regardiez ces 2 photos. Ces 2 photos soulèvent une deuxième question. On voit l'Amérique du Nord, une forêt d'Amérique du Nord et une forêt européenne. Même latitude, même définition, forêt tempérée, et pourtant, on se rend compte que les forêts ne sont pas du tout les mêmes. Comment est-ce possible que, sous de mêmes latitudes, des forêts puissent varier à ce point-là? Pour comprendre et répondre à cette question, il faut avant tout se replonger dans le passé. Je vais vous demander de faire un petit voyage il y a 65 millions d'années. À cette époque, nos continents américains, européens et asiatiques sont encore collés. Ils forment un méga-continent sur lequel la flore se développe allègrement, un peu partout de la même manière, au sein de ce méga-continent. Peu de temps après, la séparation des continents démarre, et elle est suivie assez rapidement par l'érection alpine, qui créa d'un côté les formations rocheuses, l'Himalaya, et effectivement aussi les Alpes. Ces conditions ont en fait amené notre continent de base à se développer de manière indépendante et à former 4 grands massifs tempérés. Il est donc facile de comprendre qu'en réalité, le genre qui s'était développé sur ce méga-continent a évolué indépendamment dans chacun des grands massifs pour donner finalement des variants pour chacun des genres. À titre d'exemple, par exemple, si on s'intéresse au sorbus, on se rend compte qu'il y a des individus sur les 3 continents qui ont évidemment des similitudes, mais qui sont différents, ce sont des espèces différentes. Le sorbus ocuparia, que vous rencontrez certainement souvent en région wallonne, qui n'est autre que le sorbier des oiseleurs, est en fait le cousin du Sorbus americana et du Sorbus japonica. Ils peuvent vous paraître semblables, mais pourtant ils sont différents, et ils se trouvent à des endroits bien variés dans les forêts tempérées. Ensuite, nous avons déjà une première explication de pourquoi est-ce que l'Amérique ne ressemble pas à l'Europe ou à l'Asie. Mais pourquoi avons-nous une si faible diversité en Europe? Telle est toujours la question. Pour répondre à cette question, il faut revenir au temps des glaciations, c'est-à-dire qu'il y a 12 000 ans,
l'Europe était recouverte par une calotte glaciaire. Cette calotte glaciaire a évidemment entraîné des conditions très hostiles pour notre diversité et pour notre flore. Il y a eu à cette époque-là malheureusement une perte très élevée de la diversité, et la seule solution qu'ont trouvé les plantes, ça a été de se réfugier dans ces zones rouges que vous voyez, qui étaient les seules zones refuge encore compatibles avec une végétation européenne. Ces zones refuge sont très limitées et surtout, il ne faut pas oublier que l'Europe est entourée de chaînes de montagnes, d'océans, de mers, ce qui n'a pas permis à la flore de pouvoir migrer au sud autant qu'elle le souhaitait. Une deuxième raison de cette perte de diversité. Nous voilà maintenant dans des conditions beaucoup plus favorables de recolonisation de l'Europe. Les températures augmentent, progressivement les résineux recolonisent l'Europe. Ils sont moins compétitifs que les feuillus, ils vont donc rester dans les zones beaucoup plus montagneuses, et le feuillu va progressivement coloniser tout ce qui est collines et vallées. Malheureusement, ce qui est fait est fait. La diversité qui a été perdue n'est malheureusement pas capable de revenir, car les individus n'existent plus. À titre d'exemple, il y a 12 000 ans, le Douglas et le séquoia étaient encore présents de manière naturelle en Europe, alors que maintenant, si on veut les amener, il faut les importer d'autres pays. Cette situation de glaciation ne s'est pas retrouvée ni en Amérique, ni en Asie, et c'est pourquoi, par la suite, les taxons, les genres ont continué de se diversifier et qu'ils ont beaucoup plus d'espèces que ce que nous retrouvons ici en Europe. Cela étant, les raisons climatiques et les changements globaux n'ont pas été les seuls qui ont permis à la forêt wallonne de ressembler à ce qu'elle ressemble aujourd'hui. Après ces grands changements climatiques, vint l'ère de l'homme. L'homme qui a évidemment façonné les forêts selon ses envies. Jean-Louis vous l'a expliqué pour les forêts tropicales, mais on peut finalement retrouver le même schéma dans nos forêts européennes, même s'il faut monter un peu plus dans le passé. Un peu plus ou beaucoup plus? Voilà ici le village gaulois que vous connaissez. Il faut bien se rendre compte que, dans un premier temps, l'homme n'a qu'un impact minime sur son environnement. La démographie est faible, il va prélever quelques bois pour la construction, il brûle quelques terrains pour l'agriculture, mais comme il avance, ces terrains se reboisent au fur et à mesure. Il défriche un petit peu pour cultiver, mais tous ces impacts n'ont pas une grande influence sur la forêt. Par la suite, évidemment, l'impact est bien plus intense. La pression démographique augmente, il faut des zones pour faire pâturer le bétail. Pour ça, les gens se rendent en forêt, le bétail goûte la régénération naturelle, le sol commence à se vider, il n'y a pas de suite, les arbres meurent et il n'y a personne pour prendre la relève. D'un autre côté, les terrains sont défrichés pour l'agriculture ou brûlés à plus grande échelle, on exploite et progressivement, on a un impact de plus en plus marqué sur notre forêt, car n'oublions quand même pas que le bois est au centre de notre société depuis des années, que ce soit pour la construction, que ce soit pour le bois d'œuvre, les charpentes, les meubles, et n'oublions pas non plus qu'avant la voiture, nous nous déplacions quand même majoritairement en charrette. Mais la construction n'est pas la seule raison de ce grand déboisement qui a eu lieu il y a maintenant un siècle et demi. En effet, l'industrie bat son plein à l'époque, et pour faire tourner cette industrie, on a besoin de charbon de bois, donc on défriche allègrement pour créer ces charbons de bois. Et donc, nous nous trouvons à une époque où le taux de boisement est tellement faible en Europe, et particulièrement, je vais vous parler de la région wallonne, que l'homme est obligé de replanter s'il veut pouvoir continuer au rythme auquel il exploite la forêt. Nous entrons donc dans l'ère de reboisement, qui a débuté au milieu du XIXe siècle et qui a duré environ un siècle. Maintenant, il faut bien rester conscient que ce reboisement n'est pas venu d'une envie de l'homme et d'un intérêt de l'homme pour la nature et la biodiversité comme on en parle actuellement, mais plutôt dans une idée de besoin. Oui, en effet, il fallait faire tourner l'industrie, comme je vous le disais, et la construction. Il faut bien se rendre compte que donc les espèces qui ont été replantées ne sont pas forcément celles que nous planterons aujourd'hui si c'était à refaire. Et puis, replanter c'est bien, mais replanter où? Nous voilà donc avec deux possibilités. Les landes, humides, inhospitalières, sur lesquelles même le bétail ne veut pas aller, ou alors les terres agricoles, marginales, caillouteuses, mal exposées, sur lesquelles personne ne veut de toute façon continuer à pratiquer de l'agriculture. Nous voilà donc
avec deux zones qui ne sont pas forcément favorables à la pousse de l'arbre, mais on va les aménager. On va créer des drains, des aménagements, on va créer des chemins, et ainsi de suite, afin que l'exploitation soit la plus facile possible. Et c'est ainsi qu'en un siècle, la surface forestière au niveau de la Belgique va faire fois 1,5. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais la réflexion de l'époque n'est pas celle d'aujourd'hui. Et malheureusement, nous payons encore aujourd'hui le prix de ce reboisement massif et pas forcément réfléchi d'il y a un siècle et demi. Nous voilà à notre point de départ avec notre forêt actuelle et on comprend mieux pourquoi est-ce qu'elle ressemble à ça à l'heure actuelle. En effet, si on s'intéresse vraiment aux trois essences les plus représentées en Belgique dont je vous ai parlé tout à l'heure, on voit que l'épicéa, pourtant l'épicéa qui ne se retrouvait plus dans nos régions après les glaciations, comment il est possible qu'il ait colonisé autant de surface? On voit bien que c'est l'action de l'homme qui lui a permis de se développer et de prendre autant de place dans nos forêts. Vient ensuite le tour du chêne, le chêne qui est ici en rouge, le chêne qu'on a planté de manière massive également dans un but de construction, parce que la valeur de son bois était très élevée et qu'elle apportait énormément d'intérêt pour tout ce qui était charpentage et ainsi de suite. Et enfin, le troisième et le petit dernier, il nous reste heureusement encore quelques hêtraies qui sont en fait la forêt que vous retrouviez ici en Wallonie si le gestionnaire forestier n'avait jamais agi. Il faut savoir qu'en fait le hêtre est ce qu'on appelle l'essence climatique de nos régions, et donc cela signifie que si nous ne faisions rien, les terrains progressivement se reboiseraient et au final nous aurions des forêts homogènes de manière qui seraient recouvertes de manière homogène avec du hêtre. Tout ça c'est bien beau, on sait à quoi elle ressemble à l'heure actuelle, mais la vraie question qui s'impose maintenant c'est est-ce que cette forêt est prête pour faire face aux changements d'aujourd'hui et surtout de ceux qui arrivent? Il est vrai que si on se réfère à ce qu'on voit dans les médias, certains événements nous permettent d'en douter. Si on fait le point sur ces 20 dernières années, on se rend compte que notre fameux être, espèce climatique de nos régions, espèce qui est censée se maintenir et se sentir bien chez nous, a eu quelques petites déconvenues. En effet, au début des années 2000, après plusieurs événements climatiques dont je ne passerai les détails, le être est rentré dans une spirale de dépérissement et dont il a eu énormément de difficultés pour s'en sortir. L'arbre est de plus en plus stressé et évidemment, il est très facile pour tout ce qui est ravageurs et insectes, champignons de s'attaquer à lui. Ensuite, plus récemment, nous voilà avec une nouvelle problématique, la calarose. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais la calarose est un champignon qui s'est attaqué aux frênes il y a quelques années et qui a quasiment décimé l'entièreté des populations de frênes européennes. Cet événement peut paraître marginal car le frêne est moins présent dans nos forêts que le chêne ou le hêtre ne le serait. Cependant, il faut bien se rendre compte qu'en fait, cette attaque de champignons est liée aussi à nos habitudes. Ce champignon est venu en fait par importation d'Asie et s'est attaqué à nos arbres qui étaient novices et qui n'étaient pas prêts à faire face à ce genre de choses. On se rend donc compte que finalement nos échanges mondiaux ont aussi un impact sur les forêts. Ensuite, je ne suis pas certaine qu'il soit nécessaire de le présenter, mais nous voilà à la crise de l'épicéa qui a fait la une des journaux, très célèbre au niveau de la région wallonne. En effet, on voit depuis quelques années des épicéas qui, rappelez-vous, ont été plantés il y a un siècle et demi, pas forcément dans les meilleures conditions, toutes ces baissières se font ravager, en tout cas celles qui sont en situation de stress, se sont faites et se font ravager par un petit insecte qui paraît pourtant bien gentil, à savoir le scolyte, qui crée des galeries comme vous pouvez les voir dans le bois. Comme je vous le disais, finalement, à l'heure actuelle encore, on paye le prix de décisions qui ont été prises il y a plus de 100 ans. Plus récemment encore, on se rend compte que la situation du hêtre n'est pas embêtante que chez nous et que certains commencent à se poser des questions. Si vous regardez cet article paru en septembre 2020, il y a un peu moins d'un an, on se rend compte que dans le Grand Est, c'est-à-dire la France et la Suisse, les mortalités de hêtres sont très importantes et que cette espèce qui est censée également bien se porter dans la région va mal. Alors, qu'allons-nous faire? Je suis sûre que certains d'entre vous se posent la question en disant « bah oui, si ça continue comme ça, on n'aura plus de forêt ». Rassurez-vous, mon discours n'est pas alarmiste. Il est simplement là pour vous faire comprendre que la forêt nous envoie un appel à l'aide auquel il faut absolument répondre. C'est un signal d'alarme. Mais évidemment, des solutions existent. Jean-Louis en a déjà présenté pas mal. Et une conférence cet après-midi
est principalement basé là-dessus et va vraiment vous expliquer en quoi consistent les solutions pour demain. Rassurez-vous, les forêts ne sont pas prêtes de disparaître d'Europe, mais il est certain qu'elles sont amenées à évoluer. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Ça, là n'est pas la question. En effet, vous l'avez bien vu, la forêt n'est pas quelque chose de figé dans le temps comme on pourrait croire, elle évolue à travers les âges. Le seul problème ici, certainement, est la rapidité avec laquelle elle est amenée à évoluer. Elle est amenée à évoluer, mais c'est aussi une bonne chose. Ça veut dire aussi que que l'homme a une vision différente de la forêt. En effet, elle n'est plus simplement productive à l'heure actuelle, elle est aussi une réserve de biodiversité, elle est aussi un rempart face au changement climatique, et toutes ces choses permettent à la forêt d'être au centre des préoccupations, et je l'espère, au centre des solutions pour demain. Pour terminer, je souhaiterais terminer cette présentation par un dernier parallèle entre les forêts tropicales et tempérées. Je suis certaine que pour la majorité d'entre vous, en débarquant dans cette salle, vous vous êtes dit que vous alliez avoir des visions très différentes de deux forêts que tout oppose. Eh bien, vous avez pu vous rendre compte que ce n'est pas tout à fait exact. Finalement, les forêts tropicales et tempérées se ressemblent énormément, si ce n'est que ce qui se passe chez l'une s'est passé chez l'autre il y a bien longtemps. Pour vous en convaincre, voici la courbe dont parlait tout à l'heure Jean-Louis. Ici, on voit en fait la courbe qui représente, si l'on peut dire, la manière dont la forêt réagit au contact de l'homme. C'est-à-dire que lorsqu'une population humaine s'implante à côté d'une forêt, ce tracé que vous voyez plein est malheureusement, ou heureusement, mais tout est une question de point de vue, ce qui attend la forêt. C'est-à-dire que nous démarrons de base avec des surfaces forestières très élevées, que la pression démographique augmente progressivement et entraîne un déboisement, jusqu'à arriver à un pic de déboisement tellement bas que les activités humaines ne sont plus compatibles avec ce qu'il reste dans les forêts. L'homme est alors amené à reboiser, plus ou moins intelligemment, et pour essayer de récupérer une surface forestière minimale. C'est exactement là que nous nous trouvons. La Wallonie, la France se trouve là. On a passé ce pic de fort déboisement et nous sommes dans une politique de reboisement, même si elle est très lente. L'Afrique centrale, quant à elle, se trouve avec une surface boisée encore bien plus importante que la nôtre, entre 50 et 75% de son territoire en fonction de la définition, mais on se rend compte qu'elle a déjà entamé sa descente vers un point de non-retour qui se situe ici. Alors évidemment, cette situation n'est pas inéluctable. On espère évidemment que les enseignements qui ont été, les erreurs qui ont été réalisées dans le Nord précédemment permettront d'enseigner au Sud et que des mesures seront prises afin de limiter le déboisement à peut-être quelque chose de plus acceptable. Il faut bien se dire que nos forêts sont que les forêts du Sud sont un peu le reflet de ce qui s'est passé au Nord, mais que cette situation n'est pas figée et qu'évidemment il y a des solutions et que la chance qu'ils ont certainement, c'est qu'ils peuvent voir les dégâts qui sont passés chez nous et ainsi réfléchir et prendre les mesures nécessaires. Je vous remercie pour votre attention. Nous voici donc à la fin de cette conférence inaugurale. Incroyable, nous sommes tout à fait dans les temps. Et donc, s'il y avait, à tout hasard, une ou l'autre question, je vous invite à les poser maintenant. On va pas partir en débat pendant bien longtemps, mais il y a de la place pour d'autres questions, si jamais. Bonjour, merci beaucoup pour les présentations. Alors, personnellement, je suis prof de physique, donc là on sort de mon domaine, mais avec entre autres les changements des programmes, on est amené à parler des problèmes d'énergie, etc. Et quelque chose qui m'avait frappé par rapport à ce que j'avais connu moi, c'était, vous en avez parlé, sur les aspects démographiques. Entre autres, moi quand j'étais élève à l'époque, on parlait Chine 1, disait c'était 1 milliard, maintenant on se rapproche d'1,5 milliard. Les éléments démographiques et de croissance démographique dans ces pays, je trouve, sont assez frappants, et même chez nous, ça continue à augmenter. Je voulais avoir un peu votre opinion et votre retour là-dessus. Est-ce que vous avez l'impression que les solutions qu'on a actuellement pour la forêt, l'agriculture, etc., sont gérables avec la démographie actuelle et sa croissance, ou bien parce que là aussi, il y a un problème, on va dire, qu'il va falloir gérer? Merci.
Oui, merci pour la question. Donc effectivement, cette croissance, voilà, vous l'avez à l'écran, cette croissance démographique est particulièrement importante dans les pays du Sud. Donc sur ce graphique, plus le rond est gros, plus la population est importante, et plus la couleur est vers le rouge, plus on est dans une phase de croissance démographique. Alors effectivement, ça pose un réel problème. Si on se dit une des solutions pour lutter contre le changement climatique, c'est de replanter, quand on regarde des publications qui sont sorties dans des grands journaux, qu'est-ce qu'on nous propose comme zone à planter? J'essaie de les trouver. Voilà. C'est ça, c'est ce qui est globalement en couleur ici, et vous voyez notamment au niveau du continent africain que les terres qui sont disponibles, qui seraient disponibles pour les plantations, finalement ne le sont pas tant que ça, puisque on a cette croissance démographique qui est très importante partout en Afrique de l'Ouest. Alors, la situation de la Côte d'Ivoire est particulièrement frappante. La Côte d'Ivoire a perdu quasi tout sa forêt en 50 ans. Elle a été convertie en cacahuètes principalement. Donc effectivement, il y a un impact de la croissance démographique, les gens ont besoin de terre pour cultiver, mais il y a un impact aussi des modes de consommation, puisque la Côte d'Ivoire, c'est essentiellement pour produire du cacao. Alors des terres vacantes ici, oui, il y en a, mais c'est aussi des zones de très grande biodiversité, c'est des zones où il y a les savanes. Donc, oui, la croissance démographique est un réel problème, difficile à surmonter, pour lequel il est difficile de trouver des solutions, et je pense qu'on est d'autant mal mis, je vais dire pour pointer du doigt les pays du Sud, que nous sommes parmi les pays où la densité de population est la plus élevée. Vous voyez sur cette carte, plus c'est rouge, plus vous avez une densité de population élevée. Donc actuellement en Afrique, à part le Nigeria, l'Éthiopie, par endroit l'Est de la République démocratique du Congo, le Rwanda, on est encore avec des densités de population relativement faibles, donc on est dans une évolution normale de développement des populations humaines avec une croissance démographique. Alors ce qui veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Oui, certes, il faut mettre en place des programmes de sensibilisation des populations les plus pauvres, sensibilisation des femmes, mais voilà, ça reste une dimension extrêmement délicate à traiter, et je pense qu'il faut faire avant tout, puisque si la forêt régresse suite à cette croissance démographique, c'est principalement pour les besoins alimentaires, c'est d'essayer d'avoir une agriculture qui est plus efficiente, d'essayer de promouvoir l'agroforesterie. Voilà, de nouveau, c'est extrêmement complexe. Si vous mettez à la place d'une famille du Sud qui est là avec ses enfants, qui doit s'alimenter, monsieur travaille généralement à l'extérieur, madame est là, elle doit s'occuper des enfants, c'est les femmes généralement qui font l'agriculture vivrière. Donc c'est une charge de travail qui est conséquente, et pour une femme, ça reste toujours plus facile de pratiquer une agriculture sur roulis qu'une agriculture plus intensive. Pourquoi? Parce que l'agriculture sur roulis, c'est monsieur qui va couper la forêt, la monnaie, et madame va venir planter, saper, récolter les produits de ses cultures. Si vous venez avec vos solutions d'agroforesterie ou d'intensification, c'est plus complexe parce que c'est plus coûteux. Il va falloir mettre des entrantes éventuellement, ou si vous dites, oui, on va planter des arbres, c'est bien, ça va maintenir la fertilité, ça va demander plus d'entretien. Et donc, c'est des solutions qui restent toujours assez difficilement appropriables. Et c'est des solutions qui sont appropriées plutôt dans les zones où on a déjà une forte densité démographique. Et donc, par exemple, au Rwanda, l'agroforesterie fonctionne. Et donc, malheureusement, inévitablement, dans un contexte actuel, les forêts dans les régions tropicales vont diminuer. Et je pense qu'on a une responsabilité, comme j'ai dit tout à l'heure, de par notre comportement en matière de consommation des ressources, mais aussi en apportant des compensations. Si on arrive à promouvoir un développement, si on arrive à promouvoir une préservation des forêts, on peut le faire en apportant une compensation financière pour que les populations puissent atteindre un niveau de développement qu'elles voudraient finalement un peu comme le nôtre. Il y a beau avoir un tas de grandes réunions internationales, on met en place un tas d'instruments, RED, etc., etc. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Pas grand-chose. On peut l'évoquer avec ce qui s'est passé au Pérou. Au Pérou,
On est avec la forêt la plus riche au monde, 300 espèces d'arbres sur 1 hectare. Parc national. Le président découvre qu'on a du pétrole. Il dit, la communauté internationale, ok, parc national, mais moi, je voudrais me développer comme les autres pays. Et je voudrais exploiter mon pétrole. La communauté internationale dit, oh, c'est dommage, machin, etc. Non. On va apporter des instruments, on va apporter une compensation financière. Les promesses sont faites. 4 ans après, seule la Norvège a mis la main au portefeuille et a apporté une compensation financière. Les autres pays qui avaient fait des promesses, rien. Qu'a fait le président du Pérou? Il a dit, vous êtes bien gentil, vous dans le Nord à promouvoir la protection des forêts, mais moi aussi j'ai le droit au développement. Vous n'avez pas tenu vos promesses, et moi j'exploite le pétrole dans mon parc national. Donc voilà, tout ça pour vous illustrer que c'est extrêmement complexe. Voilà, cette problématique de croissance démographique, cette problématique de besoin de développement, n'est pas si facile à résoudre. Je ne sais pas si j'ai répondu ou demandé la question. Merci. Bonjour et merci beaucoup. En fait, moi, en vous écoutant, quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est la question de nos habitudes alimentaires. Je parle des pays développés, parce que vous venez de parler de la Côte d'Ivoire, vous avez du cacao. Le Brésil, je sais que c'est une question de soja et de bœuf. Et l'Indonésie, huile de palme. Alors que là-dedans, il y a beaucoup de choses dont on n'a absolument pas nécessairement besoin pour vivre. On peut se passer du cacao, l'huile de palme, c'est surtout, je crois que c'est pour des biocarburants, des choses pareilles. Et le bœuf, enfin, bon, je mange encore de la viande, mais je suis parvenu à diminuer ma consommation de viande quand même de manière intéressante. Donc, moi, je suis atterré que les responsables de cette déforestation, on va dire, ah mais c'est celui qui fait la culture sur brûlé, franchement, on va les critiquer, mais enfin c'est nous les responsables. Donc là je suis terrorisé en fait. Oui, voilà, je suis effectivement complètement d'accord avec vous. Voilà, en tout cas, on a une part importante de responsabilité de ce qui se passe au niveau des forêts tropicales, et comme vous l'avez très bien dit, oui, des petits changements dans notre régime alimentaire, faire plus attention, et attention aux idées parfois un peu simplistes qui peuvent être véhiculées. On va vous dire il faut consommer local. Oui, consommer local, c'est très bien. Mais dans le domaine alimentaire, le transport n'est responsable que de 6% des émissions de CO2. Et donc, le plus important, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est de réduire les consommations des produits les plus polluants. Consommation de bœuf, de viande, voilà, essayer de limiter un certain nombre de choses qui effectivement sont toujours nécessaires. L'huile de palme qui intervient beaucoup dans le domaine agroalimentaire, mais pour tout ce qui est biscuits, etc. Donc, voilà, c'est des choses finalement effectivement assez artificielles, et je pense qu'on pourrait réduire notre empreinte en mangeant mieux. Et pour d'autres pays, parce que ça nous concerne peut-être moins, mais là particulièrement au niveau de l'Asie, où on a une telle demande de produits issus de la forêt qui sont des produits complètement non nécessaires, ces fameuses écailles de pangolin, mais on pourrait citer un tas d'autres choses. Les vautours sont en train de disparaître de plusieurs pays africains, tout simplement parce qu'on a découvert maintenant des vertus aux vautours. On parlait de la Côte d'Ivoire, les vautours ont quasi disparu de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso aujourd'hui? L'Inde, qui était un animal absolument nécessaire de la traction pour la labour, justement, tous les Indes sont en train de disparaître. Ils sont tous rassemblés sur les marchés de Ouagadougou, exterminés, pour faire le commerce des peaux vers la Chine. On pourrait sortir un tas de bubiga, un arbre incroyable au niveau de l'Afrique, qui fait l'objet de coupes illégales à destination de la Chine, qui ont fait des tambours. Et donc on a effectivement cette emprise extrêmement importante aujourd'hui de l'Asie et particulièrement de la Chine sur l'ensemble des échanges internationaux. C'est vraiment devenu l'acteur majeur de l'économie mondiale. Quand on regarde les flux, on pourrait le faire un tas de produits, on voit finalement énormément de choses convergent vers la Chine. Mais voilà, ça ne doit pas enlever la responsabilité aussi qu'ont les Européens dans ce qui se passe ailleurs que chez eux.
Il y a d'ailleurs cet après-midi une conférence intitulée L'agriculture peut-elle lutter contre le réchauffement climatique? C'est cet après-midi avec un chercheur, M. Alain Lénouche, de Jean-Paul Courbet. Je vais peut-être prendre deux dernières toutes petites questions pour pas qu'on prenne le retard sur le planning et que vous puissiez avoir votre pause café. Oui, bonjour, je vous remercie pour cette conférence très intéressante. J'avais une petite question de détail, comme ça vous parlez donc des pays du Nord qui donnent des bons conseils aux pays du Sud pour pas qu'ils fassent les mêmes erreurs. Et alors j'avais un ami brésilien qui me disait, tiens, on s'en parle beaucoup de la forêt amazonienne, c'est un sujet. Qu'est-ce qui se passe en Guyane française? C'est un pays du Nord, ça, un pays du Sud? Bonne question. D'ailleurs, c'est extrêmement trompeur quand on regarde les statistiques, parce que la France apparaît comme étant le premier domaine boisé d'Europe en termes de superficie forestière, mais c'est lié effectivement à la Guyane. Alors, la gestion des forêts guyanaises, elle est réalisée par l'ONF, qui est l'organisme pareil étatique français qui gère les forêts publiques. C'est des forêts qui sont globalement bien gérées, en tout cas dans une optique de production de bois, avec un temps de passage entre deux groupes assez long. Des forêts qu'on va considérer aménagées, qui subissent aussi différentes pressions. Mais en Guyane, il y a quand même une pression démographique très importante. C'est principalement l'extraction minière, l'extraction de l'or, qui est à l'origine d'une certaine déforestation et d'une pollution des différentes rivières du massif guyanais. Bonjour, vous avez dit qu'en fait une grosse partie des flux vont vers la Chine. Est-ce que. Moi, je serais intéressée de savoir quel est le pourcentage de déboisement des forêts tropicales qui est destiné à satisfaire la consommation des Européens et des habitants des États-Unis. En gros, quel est le pourcentage de déboisement de la forêt tropicale qui satisfait la consommation des Occidentaux? Que ce soit pour l'agriculture ou la nature, voilà. Très bonne question. Je ne vais pas pouvoir vous répondre. Je ne sais pas si les statistiques peuvent exister, parce que ce serait effectivement assez complexe de prendre les différents facteurs, donc les facteurs liés à la progression de l'agriculture industrielle en Amazonie. Donc la production bovine, production de soja principalement, et l'huile de palme au niveau du sud-est asiatique. Ce qu'on a vu au niveau de l'Afrique, c'est essentiellement une agriculture vivrière qui est responsable de la réduction du couvert forestier. Donc, relativement, je pense, peu d'impact des pays, on va dire, du Nord sur la déforestation en Afrique, qui est avant tout liée à une croissance démographique importante et aux besoins de terre pour les populations africaines. Au niveau de l'Amérique du Sud et au niveau de l'Asie, je pense que la part des pays du Nord est plus importante en termes de responsabilité, mais comme vous l'avez vu aussi avec une population qui est extrêmement importante en Chine, en Inde, etc. Et donc voilà, je pense que ce serait assez complexe d'avoir ces chiffres, et je ne sais pas s'ils sont disponibles, mais voilà, il faudrait peut-être chercher, en tout cas dans les rapports de la FAO, puisque la FAO nous parle des forêts, mais nous parle également énormément de l'agriculture. Peut-être qu'il y a les flux. Je l'avais fait, j'ai voulu mettre une carte pour le soja. Donc je sais que pour le soja, ça existe, mais ça je n'ai pas pris dans mes diapos de réserve. Et alors, je vous ai montré, on va prendre une toute dernière question. Merci, bonjour. Vous nous avez dit qu'en forêt tempérée, nos forêts, nous en Belgique notamment, sont malades, et on l'a vu, les hêtres sont attaqués par des champignons, ils souffrent énormément aussi de la sécheresse, c'est le cas en forêt de soigne. On voit que les chênes aussi souffrent, et les épicéas par le scolyte. Donc, quelles seraient les propositions pour essayer de sauver notre forêt? Est-ce qu'on doit travailler contre le scolyte, arroser nos arbres, ou est-ce qu'on doit les remplacer par d'autres essences? Moi je constate par exemple, quand je vais à la côte, on commence à planter des chênes verts, par exemple, qui sont des chênes de Méditerranée. Alors,
Avec le réchauffement climatique, on pourrait envisager de planter des arbres qui vont être mieux adaptés aux sécheresses ou à un climat un peu plus chaud. Et d'un autre côté, on entend en même temps que dans les journaux que depuis quelque temps, le Gulf Stream ne se porte pas très bien. Or, c'est lui qui nous apporte ces conditions climatiques tempérées. Donc, si on se retrouvait à avoir un Gulf Stream qui change de chemin et avec un climat qui ne soit plus un climat méditerranéen, mais le même climat qu'à New York, c'est-à-dire beaucoup plus froid, sachant qu'un arbre met 50 ans à s'adapter ou à pousser, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de bien synthétiser le problème devant lequel le forestier se trouve actuellement. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on se rend bien compte qu'il y a certaines essences qui sont très présentes dans nos forêts et qui devraient bien se porter, qui vont mal. On a plusieurs pistes de solutions pour améliorer les choses. La migration assistée en fait partie, mais il faut rester très prudent avec ce genre de migration parce qu'il y a deux facteurs qui sont liés à cela. Un, comme vous le disiez, on ne sait pas trop l'avenir est fait. Pour le moment, on s'oriente vers un réchauffement, mais la tendance pourrait tout à fait d'inverser. Et surtout, il ne faut pas oublier que dans nos régions, certes, on a des étés qui deviennent de plus en plus chauds, mais on a des hivers qui sont toujours froids. Donc, se dire que le climat qui est à Lyon à l'heure actuelle sera présent à Namur dans 100 ans, c'est un petit peu plus complexe que ça. Donc, il y a plusieurs choses qui se mettent en place. Il y a l'idée d'arboretum, donc il y a des espèces de centres de recherche avec différentes espèces d'arbres qui sont plantées pour voir comment elles s'acclimatent avant de les lâcher dans nos forêts pour être sûr que ça se passe bien. Il y a aussi l'idée de garder nos arbres, mais peut-être de varier la diversité génétique, aller voir plus au sud ou plus dans les régions montagneuses s'il n'y aurait pas des variants, entre guillemets, d'arbres, qui seraient la même espèce mais qui auraient une diversité génétique qui se serait adaptée à des conditions qui seraient plus proches des nôtres, qui seraient plus intéressantes. Dans les deux cas, il faut faire bien attention quand on amène des arbres de l'extérieur, on l'a vu avec la Calaros du frêne, et des problèmes sanitaires qui peuvent suivre. Donc tout ça, il faut le faire vraiment de manière très surveillée, avec des organismes qui surveillent toutes les mesures sanitaires, parce qu'il n'est pas exclu qu'en venant avec un arbre de l'extérieur, on ait une larve d'insecte dans la motte qui le ramène, un insecte qui va se développer ici, qui va se sentir très bien, qui n'aura pas de prédateur et qui va finalement se dire que c'est plus facile d'attaquer nos frênes que celui avec lequel il est venu. Donc tout ça nous place dans quelque chose de très compliqué. Il ne faut absolument pas se dire que nos forêts actuelles, il faut les mettre par terre et mettre autre chose. L'idée, c'est de conserver une ambiance forestière, de replanter par cellules avec des essences qu'on sait normalement plus résilientes au climat, ou en tout cas qui ont une gamme de tolérance plus large que celle qu'on a à l'heure actuelle. Viser peut-être une migration assistée, mais tout ça sont des mesures combinées. Il ne faut pas avoir un changement radical dans notre façon de gérer la forêt. Les gestions de sylviculture aussi peuvent être plus adaptées. On peut aller vers une sylviculture plus dynamique, ce qui ne veut pas dire qu'on exploite plus, simplement qu'on cible des arbres dans un plus jeune âge. Je ne vais pas rentrer dans les détails, simplement on essaie de raccourcir les cycles de révolution et de garantir une régénération naturelle plus importante. Voilà toutes des solutions qui sont possibles pour garantir la pérennité de nos forêts de demain.